Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un interview spécial Seigneur des Anneaux. Je suis avec un grand expert, Clément de la chaîne Le Maître Dédé. Clément, si tu veux bien te présenter. Salut à tous, effectivement, le maître Dédé, tel est mon nom. Un peu présomptueux, c'est vrai. Écoutez, je suis une chaîne YouTube, dans laquelle je fais du contenu, principalement axé sur le Seigneur des Anneaux, pour ne pas dire que c'est que du Seigneur des Anneaux pour le moment. Donc il y a des vidéos de lore, des vidéos, notamment sur le jeu de figurines de Games Workshop MESBG, donc le jeu de figurines du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Et puis bah voilà, il y a tout un tas de vidéos pour vous apprendre comment jouer au jeu, des explications de règles, des rapports de bataille plutôt épiques, et puis des tutos peinture, des astuces, il y a plein de choses. Bref, allez faire un tour si ça vous intéresse, si l'univers du Seigneur des Anneaux vous intéresse. Je vous y invite fortement, il fait du très bon travail. Moi, tes vidéos tuto, elles m'ont beaucoup aidé pour l'ancienne version, parce que là, du coup, on va parler de cette nouvelle version. Tout à fait. Tes rapports de bataille sont top. Celle avec Smog, j'ai adoré. Ah oui, ouais. Donc allez faire un tour si vous êtes fan de l'univers du Seigneur des Anneaux. Je pense que vous allez kiffer le contenu. Ben merci. Donc Clément, on est parti. On va décomposer la vidéo en deux parties. La première partie, ça va être des questions où on va parler un petit peu de cette nouvelle version du jeu. On va faire aussi ce comparatif avec la nouvelle série qui arrive, la guerre du Rohirrim. Et Mmh. ensuite, je t'ai Le nouveau préparé film. le nouveau film sur la guerre The War of the Rohirrim avec mon super accent pourri d'anglais. Exactement. Putain, mais je suis nul en anglais. Et ensuite, je te poserai des questions sur le lore un petit peu et on va voir si tu peux, si tu peux y répondre. Mais j'en doute Ouais, pas. ça marche. Bah écoute, pas de souci. Je te suis. Allez, on est parti pour la première question. Peux-tu nous parler de cette nouvelle boîte de lancement? Parce que Games a annoncé la nouvelle boîte de lancement pour la V7 du Seigneur des Anneaux. Peux-tu m'en parler un petit peu, me dire toi ce que t'en penses, introduire cette boîte de jeu où on a vu d'un côté le camp du bien avec les Rohirrim, deux nouveaux héros, et de l'autre côté le camp du mal avec aussi deux nouveaux héros, et c'est les hommes de Dunedain, c'est ça? Non, c'est... C'est ça, ouais, c'est Ouais, les hommes du pays de Dain, tout à fait, ouais. ok. Bah écoute, Vas-y. en quelques mots, si je devais, résumer ça, je dirais que je suis très hypé. Alors déjà, c'est, enfin un nouveau partenariat. C'est quand même historique, hein. Ça fait plus de 20 ans que le jeu existe. Il a été initialement, conçu pour faire écho au film de Peter Jackson, et donc ça fait à peu près, une vingtaine d'années qu'on joue uniquement des figurines issues des films de Peter Jackson, que ce soit Le Seigneur des Anneaux ou Le Hobbit. Et là, enfin, c'est issu d'un autre partenariat qui va donc être le film qui sort en décembre, La Guerre des Rohirrim. Donc déjà rien que pour ça, je suis très hypé, je suis aussi hypé pour le film. Et pour le coup, ce qui me fait le plus plaisir dans cette boîte, c'est que on a une boîte de base qui nous sert uniquement des nouvelles figurines. Toutes les figurines sont des nouveaux sculptes. Et ça, attention, ça fait des années qu'on en veut des nouvelles figurines. Alors il y a quelques héros qui ont été refaits, mais là les guerriers de base ont aussi été refaits. Et ça, moi, ça me fait plaisir, quoi. Ça me met en joie, vraiment, je kiffe. Je sais pas ce que Ouais. t'en penses, Ah d'ailleurs. ouais, bah c'était une de mes questions, mais t'as anticipé le truc. Donc du coup, on va le garder pour la suite, pour pas, pour pas décaler comme ça mon petit cheminement Ouais, de j'ai questions. tout ruiné. Mais effectivement, c'était une grosse surprise que de voir ces nouveaux modèles en fait. Ouais, Mais vas-y, on en parle plus, on n'en parle pas plus, et c'est ça. On en voilà, parlera après. on en parlera après. Toi, qu'est-ce que t'attends de ces nouveautés de la V7? Qu'est-ce que t'as entendu dire? Bon, bien sûr, on a eu les articles de Games, mais je suis sûr que tu dois avoir quelques petites infos que moi j'ai pas eu. Alors, si j'avais des infos, ce qui en plus n'est pas vraiment le cas, en tout cas, sur ça, j'ai pas d'infos. Ok. Déjà, je pense que je pourrais pas le dire, sinon il y aurait un sniper. Tu vois, il y a un sniper, par la fenêtre là qui me guette. Non, plus sérieusement, j'ai pas d'infos supplémentaires que ce qui a été donné, par Games Workshop. Ce qu'on peut dire, c'est que globalement, et ça c'est une très bonne chose, on est sur une version du jeu qui va se vouloir beaucoup plus accessible, sachant qu'on est sur un jeu qui est déjà plus accessible que, Warhammer 40 000 et Age of Sigmar. Donc c'est bien, il y a plein de choses qui ont été retirées et simplifiées. Certains joueurs, parce qu'il y a une grosse scène compétitive, notamment en France, vont peut-être, être un peu inquiets du manque de profondeur que ça implique, mais peut-être qu'ils vont ajouter d'autres choses, pour, retrouver cette profondeur. En tout cas, s'ils arrivent à trouver cet équilibre entre accessibilité, simplicité et profondeur de jeu,
on est tout bon. Ok. Alors, moi, je vais te donner mon retour par rapport à ça. J'ai fait quelques parties de Seigneur des Anneaux dans cette version numéro 6. Et effectivement, le jeu est assez simple à prendre en main. C'est Tout à fait. fluide, ça tourne bien, on est ok sur ça. Par contre, quand tu prends le bouquin, le livre de règles, et que tu commences à lire en fait tout simplement les règles, c'est quand même un sacré bordel du moins. Ouais. C'est pas que c'est un bordel, mais c'est Il y a très beaucoup de choses. conséquent. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Alors en fait, c'est ce qui fait toute la saveur de ce jeu et pour moi, c'est ce qui fait que, bon, je suis pas très objectif parce que, je joue quasiment que à ça, je suis pas un gros joueur de Warhammer, mais pour moi, c'est le meilleur jeu que propose Games Workshop en termes de jeu, en termes de règles. Pourquoi? Parce que comme tu l'as si bien dit, on est sur un jeu qui va être très accessible, très simple, très immersif et très logique. Ce qui fait que quand on s'intéresse un peu aux règles, naturellement, on va très vite les assimiler. Parce que toutes les actions qu'on peut faire dans le jeu, si on devait poser la question à un joueur débutant qui a jamais joué, comment tu ferais telle action? Bah, naturellement, il va trouver la réponse de lui-même parce que c'est logique et cohérent dans le jeu. Exemple, t'as un personnage, il va devoir sauter une barrière. Bon, bah, tu lances un dé et évidemment, sur un 1, il va se péter la gueule, tu vois. C'est vraiment des choses qui sont super connes, j'ai envie de dire, mais ce qui fait que c'est très accessible. Mais d'autre part, le jeu est très facile et très ouvert aux débutants, mais il y a aussi toute une profondeur vu qu'il y a plein de règles spéciales si on veut aller plus loin. Et donc c'est ce qui fait la force du jeu, c'est qu'on est sur un jeu qui est ce qu'on appelle easy to learn, hard to master. Et pour moi, c'est le meilleur possible, tout simplement. Ah, je suis d'accord avec toi. Est-ce que toi, tu as testé d'autres jeux de games? Alors, je sais que tu as testé Spirit. Tu l'as testé ou pas? Ouais, Ouais, tu tout l'as à fait, testé. ouais. Ok. T'en penses quoi? Parce que c'est aussi facile. C'est un jeu qui est facile à prendre en main, Spirit. Oui, alors Spearhead, c'est un peu une version très soft de Age of Sigmar, donc je préfère comparer au vrai Age of Sigmar. Ouais, bien sûr. Alors déjà de base, AOS, il me semble que c'est un peu plus accessible que 40K. Mhm. Peut-être que je me trompe, toi tu t'y connais un peu mieux. C'est plus accessible. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Ouais. J'ai fait des parties d'initiation de 40K très peu, mais j'ai surtout vu beaucoup de rapports de bataille. Je sais comment ça se joue et c'est complètement différent. On peut déjà parler de quelque chose qui moi me plaît beaucoup dans le Seigneur des Anneaux et qui fait défaut à 40K et à AOS, c'est le dynamisme. Ok. Exactement, le ping-pong. Ouais, voilà. C'est vraiment ce truc où dans le Seigneur des Anneaux, on joue quasiment en même temps et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans Star Wars Légion et qui pour moi fait partie des qualités du jeu. Enfin vraiment, il y a rien de plus frustrant à mon sens quand on joue à un jeu qui est très long, de devoir jouer 40 minutes, puis ensuite ne rien faire pendant 40 minutes parce qu'on attend que son adversaire finisse de jouer son tour. Là, dans le Seigneur des Anneaux, c'est je bouge, tu bouges, je tire, tu tires, et les combats se font en même temps. Qui, Mhm. d'une part, dynamise le jeu, mais d'autre part, fait en plus que bah, c'est hyper immersif, quoi. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que moi, ça me fait penser un peu plus à Warcry, même si Warcry, c'est vraiment du mode escarmouche, mais je m'y Ouais, retrouve plus là-dedans. Maintenant, ils essaient quand même de faire games avec leur nouveau jeu. On le voit dans la V4 de Age of Sigmar. On a quand même beaucoup de réactions qu'on peut faire pendant la phase adverse, ce qui permet de pas s'ennuyer. Et tout à fait. c'est vraiment cool. Voilà. Toi, Alors, t'as pas testé la version classique Age of Sigmar? Edge of Sigmar, non, mais parce que je suis beaucoup trop lent à peindre mes figurines. Mais ça, c'est un autre problème. Mais par contre, j'ai beaucoup suivi justement l'arrivée de la V4 de Warhammer Age of Sigmar, vu que je comptais me lancer dedans. Et je suivais tous les articles des modifications de règles, de tout ce qui allait changer avec cette nouvelle version, qui est donc la version actuelle. Hein. Maintenant, ça fait un petit moment, la V4. Et j'étais très surpris de voir que Games Workshop essayait de dynamiser le jeu, et notamment en allant piocher certaines idées du côté du Seigneur des Anneaux. Et donc, bah, ça me plaît beaucoup. Et pour moi, c'est une très bonne chose qu'ils aient fait ça pour AOS. Ouais, mais carrément. Mais en fait, si tu es multijeu, du moins multijeu dans l'univers de Games, hein, et ben tu te rends compte qu'ils piochent à chaque fois les bonnes idées des Exactement. versions des jeux d'avant. Donc Ouais. 40K sort sa V10, ok, ça on a vu que ça fonctionne bien, ça fonctionne bien, on le garde et on va le mettre dans AOS. Et pareil, ils prennent à droite à gauche. J'ai même constaté qu'ils avaient pris des trucs de Warcry, donc bon. Ouais, bah oui, non, mais c'est pas surprenant. Et en même temps, bah, c'est leur jeu, quoi. Donc Hmm. ils ont raison. Prendre le meilleur de un petit peu chaque jeu comme ça pour que tous les jeux se tirent vers le haut, Ah ouais, bah, c'est c'est ça. beaucoup plus intelligent plutôt qu'ils se tirent dans les pattes. Et enfin voilà, comme ça bénéficie un petit peu à tous les joueurs de tous les jeux de Games Workshop. Donc c'est Mais très bien.
Ouais, mais c'est très bien, oui, c'est très malin et en plus, ça permet de faire des ponts plus facilement. Tu es joueur de Ouais, 40K, tu veux passer sur AOS, c'est facile. Tu veux exactement, ouais. ouais, bon bref, ça c'est une Ouais, très je suis carrément d'accord. ça c'est une très bonne chose. Bon, revenons à notre sujet, puisqu'on est Ouais, là quand même pour parler du Seigneur des Anneaux, hein. C'était une exactement. parenthèse. Donc, est-ce que tu penses que la série influencera cette nouvelle version par rapport aux futures sorties qu'il pourrait y avoir ou pas? Alors attends, tu parles de Est-ce que la ouais, série. non, pardon, du film, excuse-moi. Ah, le Est-ce que film, ok, ouais, ok. pardon, Ok, autant pour pardon, moi. ouais. Non, mais c'est intéressant parce que, effectivement, on se posait la question aussi par rapport à la série, on n'a rien eu. Et bon, finalement, quand on voit ce qu'a donné la série, plutôt mitigé sur la vie de la plupart des fans, c'est pas plus mal. Et là, on a un film qui est quand même un film d'animation, et je vais Mmh. commencer par parler de ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur un dessin animé. Et c'est quand même vachement couillu de la part de Games Workshop de se dire on va faire un partenariat avec ça et on va faire des nouvelles figurines avec ça. Et ces figurines vont coexister avec les anciennes qui représentent les personnages des films de Peter Jackson. Et j'avais beaucoup d'inquiétudes et pour moi ils ont fait un travail formidable. Peut-être que tu pourras montrer des images Ah pendant ouais. que je parle de ça parce que vraiment je trouve que les figurines s'inscrivent parfaitement dans la gamme déjà existante. Elles allient parfaitement le design du dessin animé, mais elles s'inscrivent également parfaitement dans le reste de la gamme qui est beaucoup plus réaliste. Et c'est un équilibre à trouver et je trouve que les équipes de games, les artistes, les designers ont fait un super boulot à ce niveau-là. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ça m'a impressionné dans le bon sens du terme. Ouais. Et j'en profite aussi pour te poser une question, parce que j'ai entendu des échos, comme quoi Games n'avait plus les droits, n'avait plus la licence sur Le Seigneur des Anneaux. Est-ce que tu sais ça ou Heu, pas? alors en fait le problème c'est que on parle d'un sujet qui est très épineux et qui, on va dire que les principaux concernés par tout ça, c'est des personnes, qui sont dans des bureaux, très, très, très loin d'ici et en fait, on peut rien savoir de tout ce genre de discussion. Moi, je vois ça vraiment comme un bordel, sachant qu'en plus les droits de la Tolkien Estate sont un bordel également parce qu'il y a une partie des droits qui sont accessibles, notamment c'est pour ça que Amazon a pu faire ses anneaux de pouvoir, et d'autres qui sont protégés avec un cadenas dans un coffre-fort. Donc en fait, les droits de tout ce qui concerne l'univers de Tolkien, c'est un véritable bordel. Donc on entend beaucoup de choses, beaucoup de rumeurs, certaines sont fondées, d'autres beaucoup moins. Je préfère pas trop accorder de l'importance à tout ça à partir du moment où bah, en fait, les seules personnes qui savent vraiment ce qui se passe, c'est les personnes tout en haut de la pyramide dans leur bureau. Donc, Hmm. je peux pas m'avancer plus que ça là-dessus. Ouais, je Et je, comprends. et je préfère éviter de colporter des rumeurs, justement, parce que surtout aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça peut aller très vite. Donc, je vais pas m'aventurer sur ce terrain-là. Tu fais bien, tu fais bien. Restons sages. Eh oui. Bon, on va revenir sur un sujet qu'on avait évoqué en début de vidéo. C'était l'esthétique des figurines. Tout à fait, Et, ouais. et là, on a quand même quelque chose d'innovant parce que, comme tu disais, ça fait des années, hormis les héros, où on a eu quelques refontes et c'est cool. Maintenant, on a une refonte, entre guillemets, du moins. Ouais, si, c'est une refonte parce que pour les Rohirrim, c'est une refonte des anciennes sculptures de guerriers du Rohan. En fait, on a une boîte de lancement avec du neuf du début jusqu'à la fin. Tout est neuf, hormis les décors. Hormis les décors, et c'est vrai que je critiquais. Je notais le fait que les décors, malheureusement, sont des vieux décors, mais quelqu'un dans les commentaires de ma vidéo m'avait fait savoir qu'ils sont pas si vieux que ça, en fait. Ils sont Non, c'est sortis vrai. avec la nouvelle édition, le nouveau supplément du Rohan, qui est quand même, alors, il y a quelques années, certes, mais ça reste assez récent, et c'est surtout la nouvelle gamme de décors à partir desquels ils ont fait des décors modulables. Et donc ça, Mhm. c'est super parce qu'en fait, vous avez votre grappe de maison du Rohan, et à partir de cette grappe, un peu comme des Lego, vous pouvez faire ce que vous voulez comme maison, l'ajuster comme vous voulez, ce qui fait que vous pouvez, avec une seule grappe, faire plein de maisons différentes, des sortes de variations. Et ça, c'est quand même vachement stylé, moi, je trouve. Surtout que mettre ça dans cette boîte de base, ça donne tout de suite des décors avec lesquels jouer. Il y a tout de suite l'immersion qui est là et Mhm. qui est quand même un aspect très important du jeu du Seigneur des Anneaux. Donc pour les Ouais, décors, c'est très cool. clairement. Si ce n'est l'aspect le plus important, parce que je pense que quand on joue au Seigneur des Anneaux, c'est pour son aspect immersif Bah, dans un tout à premier fait. temps. Moi, c'est ce qui Donc, me parle le plus et il y a je vais juste l'évoquer vite fait, mais
Il y a beaucoup de gens qui voient Le Seigneur des Anneaux comme un jeu, narratif, immersif et plus fun qu'autre chose et du coup, en fait, beaucoup pensent que c'est un jeu beaucoup moins stratégique que Warhammer 40 000 et Age of Sigmar et en fait, c'est tout l'inverse, hein. C'est quelque chose de très, très, très profond et de très stratégique. Moi, j'y suis allé pour le côté fun et narratif et au final, j'ai rencontré énormément de personnes en tournoi qui elles, sont restées pour le côté compétitif et la compétition, elle se développe de plus en plus et on se rend compte que, ah, c'est quelque chose, hein. C'est très, très, très poussé en termes, de stratégie. Mais c'est vrai, tu en as parlé tout à l'heure, et je voulais rebondir sur ça. J'ai pu voir, j'ai pu constater, parce que je vais souvent en Italie, que les Italiens aussi sont très chauds sur le Seigneur des Anneaux, qu'il y a Tout à fait, beaucoup de tournois là-bas. tout à fait. Et c'est cool en fait. À chaque fois que j'y vais, je me dis, mais c'est incroyable le nombre de joueurs qu'il y a du Seigneur des Anneaux. Ouais, Et en Italie. ah ouais. C'est d'autant plus intéressant que, nous, la France, bah, on est voisins. On retrouve beaucoup d'Italiens dans le circuit compétitif français et d'ailleurs, je me souviens d'un gros tournoi de qualification qui à la clé pour le gagnant, il y avait un ticket d'or et j'étais passé en tant que spectateur pour faire une vidéo sur l'événement, il y a de ça un petit moment et ce qui est très amusant, c'est qu'il y avait un Italien dans le tournoi, en France et c'est lui qui a gagné le tournoi. Le On s'est fait Saligo. avoir là-dessus, quoi. Donc ouais, ouais, Ciao, il a arrivederci. c'est ça. Il est reparti avec le ticket français et il l'a ramené chez lui au pays. Ah mais il a bien fait, hein. Ouais, non, il était adorable en plus, il a super bien joué donc c'est mérité. Bah c'est cool, c'est cool. Il faut faire des échanges comme ça. Et je pense que moi, de toute façon, si un jour je veux un ticket d'or et que je le chope pas en France, je vais tester en Italie. Bah t'as raison, t'as raison. Mais toutes les chances de ton côté. Bah voilà. Je fais juste une petite phrase pour parler de la scène compétitive, Vas-y, et vas-y. après j'arrête. Pour vous dire à quel point c'est un jeu qui est très compétitif et qui se distingue un peu de Warhammer, c'est que c'est aussi un jeu très équilibré. Euh, Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un jeu qui repose trop et que les héros ils vont avoir tendance à faire plein de craquages de dés, c'est vrai, parce qu'on lance beaucoup moins de dés qu'à 40k. Mais il y a toute une profondeur de jeu pour pallier à ça et pour mettre la chance de notre côté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les joueurs du top 15, on va dire, qui se retrouvent tout le temps dans le podium ou dans le top 15 des tournois en France, ça fait des années que c'est les mêmes joueurs. Ça veut dire que c'est pas une question de chance, c'est pas une question de craquage de dés, ça veut dire que c'est une question de skill, de talent, de compétences en termes stratégiques. Et l'autre truc très intéressant, pour montrer que c'est un jeu, on va dire, riche et équilibré, ces mêmes joueurs, je les connais, je les côtoie. À chaque fois, ils arrivent en haut du podium avec une liste d'armées différente. Donc on est sur un jeu qui récompense le skill, et en plus de ça, où on peut se permettre de jouer quasiment toutes les factions du jeu, et ça c'est quand même suffisamment rare pour être souligné. Mais tu fais bien de le souligner. Alors, ça a un petit peu frisé au début pendant ta réponse. J'espère que les gens auront compris le sens de ce que tu voulais nous apporter. J'espère. Parce J'espère qu'on aussi. voilà, on va pas la refaire. Mais c'est vrai que tu as bien fait de mettre le point dessus parce que c'est quelque chose qu'on retrouve pas forcément dans les autres jeux. Bah, peut-être que je parle en profane, hein, parce qu'effectivement je suis pas un joueur de 40k, mais il y a pas mal de joueurs qui quittent 40k pour le SDA en se disant putain ça fait du bien d'avoir un jeu qui est équilibré quoi, et de pas devoir changer d'armée et racheter des figurines et les faire peindre ou les peindre soi-même tous les 5 mois quoi. Donc ça Mhm. j'avoue que c'est un des aspects, un des points positifs du jeu. On parlera des rares points négatifs aussi, hein, attention, parce que Ah, faut essayer d'être un peu objectif. si tu veux, tu peux en parler maintenant. Quels sont pour toi les points négatifs du jeu? Et bah très bien. Ah, quoique, Euh, attends. Alors, attends. Parce que moi, j'en je ai. te suis. Ouais, alors, tu sais quoi? Vas-y. On va le garder pour la question 6 parce que je pense que ça va faire partie d'un des points négatifs du jeu. Ok, ça On le marche. développe comme ça, on le développe après. Pour revenir, parce que là, on était sur le design, la refonte des figurines. Il y en a qui posaient la question est-ce que c'est les mêmes sculptures, les guerriers du roi, est-ce que c'est les mêmes sculptures qu'avant? Il me semble que c'est les mêmes sculptures, de ce que j'ai compris, mais qui ont été complètement refaits avec les nouvelles technologies de Games. Globalement, moi, c'est ça qui m'a surpris, c'est qu'en fait, c'est que des nouveaux sculptes, mais par contre, elles conservent complètement l'esthétique des films de Peter Ouais. Jackson. Ouais, c'est Ce ça. qui m'a surpris parce qu'en fait, je me suis dit, bah tiens, ils vont avoir un design un peu nouveau par rapport au film d'animation.
Et bah non, c'est carrément les designs des films de Peter Jackson. Donc c'est Ouais, très cool, hein, vraiment, on est toujours dans cet univers qu'on kiffe, parce que je pense que la plupart des fans, sont surtout fans, avant tout, des films de Seigneur des Anneaux. oui, oui, bien sûr. On est tous tombés dedans quand on était petits. Eh ouais, exactement. Dernière petite question sur ça, après on passe à la question suivante. Plutôt bien ou mal sur cette nouvelle boîte pour toi? Moi, j'ai tendance à être un joueur du bien, même si, je suis plutôt équilibré, dans le sens où j'ai 4 armées de cœur, 2 du bien et 2 du mal. Et pour cette boîte, j'avoue que bah, je suis toujours attiré par le bien, donc les héros du Rohan, là, ils sont quand même super cool et j'ai envie de les jouer. Mais par contre, le gap en termes de qualité de figurines, avant-après, je trouve que c'est plus impressionnant du côté du Pays de Dain. Parce qu'ils ont vraiment des poses ultra dynamiques, il y en a certains qui tiennent des torches, on a l'impression qu'ils s'apprêtent à les lancer pour faire cramer, un village du Rohan, tout entier. Enfin, c'est vraiment très classe. Et voilà, je serais peut-être un peu plus attiré par les guerriers du mal, mais par les héros du bien, pour cette boîte. Ouais, bah écoute, tout pareil que toi. Ah, ok, ça marche. Ouais, je suis exactement d'accord Ouais, avec toi. c'est vrai que les gros guerriers du Rohan viking avec leurs haches et leurs arcs là, sur leurs chevaux hyper dynamiques, ils sont cool. Mais du côté du mal, on a les guerriers qui sont quand même vachement stylés. Donc, Ouais, ouais, c'est. clairement. Je suis tout à fait d'accord. Alors, on passe à la question suivante. Est-ce que par hasard, tu aurais une idée du prix de cette nouvelle boîte de lancement? Ah, c'est une très bonne question et question à laquelle je m'attendais pas du tout. Du coup, Eh, et bah, écoute, je vais regarder juste, elle coûtait combien l'ancienne boîte? Pour moi, je pense qu'on sera à peu près, du même ordre de prix que ce qu'a proposé, Games Workshop avec les anciennes boîtes de base. Pour la V6, on en a eu 2, celle des ouais. Champs de Pelennor et celle d'Osgiliath qui, dans ma tête, est toute nouvelle. Je me dis: Hmm. «Ah, on a déjà droit à une nouvelle boîte», mais en fait, le temps passe vite puisque ça fait déjà 2 ans. Et Ça ouais, ouais, passe bien sûr. super vite et donc je regarde juste vite fait à combien ils la vendent. Ils la vendent à 170 €. Je Ok. pense qu'on sera sur quelque chose d'à peu près équivalent. Pourquoi? Parce que on a le même schéma en termes de boîte. On a 2 factions avec plein de figurines, tout un tas de héros. Pour le mal, dans la dernière boîte, il y avait un troll, mais on peut voir ça un peu comme un héros. Hmm. Il y avait des décors. Les maisons du Rohan, c'est des décors qui sont déjà vendus actuellement à part et qui coûtent cher, hein. Donc Hmm. c'est déjà très bien si on en a 2 complètes dans la boîte de base. On a le bouquin de règles qui doit valoir quelque chose comme 50 balles de base. Donc plus un petit bouquin de scénario, des dés, des réglettes, enfin il y a vraiment tout ce qu'il faut pour jouer, ce qui est très cool. À mon avis, aux alentours de 170 €, ça me paraît pas déconnant parce que s'il commence à monter vers du 200 € et quelques, ça fait un gros écart et les gens vont pas comprendre comment ils justifieraient cette augmentation de prix. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors, on rajoute juste un petit peu l'inflation. On va tabler Oui, aller sur 180 € peut-être. oui Parce que voilà, plus ou moins 10 € près, pourquoi Hmm. pas, mais je pense pas qu'il y aura un écart de 50 €. Parce qu'il me semble que la boîte de lancement, la Kill Team, elle est à 180 €. Ouais, OK. Bah, donc c'est tout à Il me fait semble, hein. envisageable, ouais. 180 €, c'est quelque chose qu'on peut, tout à fait, qui peut tout à fait être envisageable, ouais. Bah ouais, je pense qu'on est bon pour ça. Maintenant, on va passer au point négatif. Et là, tu vas pouvoir évoquer un petit peu tout ce qui, pour toi, est négatif dans le jeu. Bien sûr, il y a une question avant. Ma OK. question, attention à ce que tu t'y attends. Le jeu va-t-il être traduit en français? Ah là là, Par Games Workshop, bien sûr. Pas par la communauté. bien sûr, bien sûr. Bah, ça va me permettre de rebondir sur, ce que tu viens de dire à l'instant là. C'est très bien. Alors, il y a plusieurs choses. Bah, tiens, je vais commencer par, me débarrasser de ce qui est un peu plus courte et un peu plus simple, on va dire à étudier. La question des règles. Je suis pas sûr que Games Workshop investisse dans une traduction française. Parce que même si c'est une nouvelle version, je pense pas qu'il y ait suffisamment de joueurs, même si ça augmente, hein, c'est en constante évolution et augmentation le nombre de joueurs du SDA. Ils ont pas la force de frappe de 40K et d'AOS. Et c'est un peu triste à dire, mais AOS c'est un gros jeu. Enfin franchement, hein, ça fait partie du top des jeux de Warhammer. Et pourtant, je relis régulièrement le bouquin de règles. Il y a des fautes quoi. Il y a vraiment des coquilles à droite, à gauche. Je sais pas si ça a été traduit par toute une équipe qui avait vraiment le temps de traduire ou si ça a été un peu rushé.
Mais j'ai noté pas mal de coquilles et je me dis que si c'est le cas pour un gros jeu comme Warhammer Age of Sigmar, je suis pas sûr que Games Workshop se permette de mettre les moyens pour le SDA. Alors, petite parenthèse, tu as aussi des problèmes et des erreurs de traduction sur 40K. Ah ouais, d'accord, Donc, carrément. c'est bon de le souligner, mais dès que la OK. V10 était sortie, il y avait. Je me suis dit, bon, allez, c'est le moment de. Will, c'est le moment de t'y mettre sur 40K, sérieusement. Donc, t'achètes tout, tu ponces les règles et voilà. Et en Mmh. fait, il y avait des choses, je me suis dit, mais attends, c'est trop bizarre ça. C'est pas comme ça que ça se passait en V9. Est-ce qu'ils l'ont vraiment changé? Et quand tu allais lire la version originale, la version anglaise, et ben tu te rendais compte Mmh. qu'ils ont fait de la merde en fait en termes de traduction. Ouais, c'est mal traduit, quoi. Ouais, ouais. Mmh. Moi, je Donc, me souviens, ce qui m'a marqué, je l'avais lu il y a pas longtemps, c'était le bouquin de règles, le manuel de règles de AOS, le tout dernier, là, le nouveau, la V4. C'est la page qui parle du lore de Khorne. Il y a une page pour chaque faction. mhm. La page de Khorne, il y a un moment où je me suis dit, mais elles sont vraiment bizarres ces phrases. C'est à la limite de si tu te poses la question, est-ce que ça se dit, est-ce que c'est vraiment français ou pas? Et il y a vraiment un moment où j'ai buggé, je me suis dit, ah mais c'est peut-être fait exprès parce qu'ils parlent de Khorne, tu vois, ils sont un peu neuneux, tu vois. Non, c'est pas fait exprès, Non, non, non. c'est juste écrit très bizarrement. Donc Ouais, c'est ça. non, pour le Seigneur des Anneaux, malheureusement, et tu le vois, hein, on a tous pensé qu'avec la série d'Amazon, ils allaient sortir des figurines sur les Mm. elfes, sur l'Ultime Alliance, qu'ils allaient refaire les figurines les plus demandées que sont Gil-galad, Elendil. Enfin, tu vois, c'est dans la thématique Ouais, d'Amazon. bien sûr, ouais. Ils auraient pu surfer sur la hype, sur la vague et tout. Ça, en termes marketing, ça avait un impact. Et non, rien n'a été fait à ce niveau-là. Ça prouve que Games Workshop n'a pas encore l'intention de mettre autant de moyens pour le Seigneur des Anneaux. Ils Mhm. continuent, hein, à mettre des moyens, la preuve en est avec cette boîte, donc c'est pour ça que ça fait autant plaisir. Mais je pense que ça reste quand même très limité. Et je suis pas sûr qu'on ait une nouvelle version. Enfin, une version française Française, du ouais. jeu. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Je pense pareil que toi. Et je suis un peu nostalgique de l'époque où on était adolescent et on avait accès aux règles en français. On avait Mm. vraiment, moi en tout cas dans mes souvenirs, j'avais l'impression que le jeu était vraiment là, en tout cas en France. Ouais, Chose je suis que, d'accord. chose qu'on n'a plus maintenant. Bah après, ça peut se comprendre, hein. Quand j'étais adolescent, c'était la sortie des films. Donc, forcément, il y avait toute la hype, il y avait tout le marketing derrière. Et pour Game, c'était leur âge d'or, en fait. Ouais. Ah, mais c'était leur âge d'or. Et puis, l'époque où Games Workshop a pris cette décision qui aujourd'hui lui est fatale, d'avoir les droits sur la licence du Seigneur des Anneaux. Aujourd'hui, ça lui coûte très, très, très cher Mhm. cette licence, raison pour laquelle, ils sont autant en difficulté à cause de ça, enfin sur cet aspect-là. Mhm. À l'époque où ils ont pris ce choix-là, c'était une mine d'or. C'est vraiment le Seigneur des Anneaux a permis à Games Workshop de décoller, mais complètement. C'était la folie. Il faut dire aussi que les films, c'est juste, un des films qui a le mieux marché de l'histoire du cinéma. Ah bah Donc carrément. ouais, ils se sont, remplis les poches d'or Games Workshop à cette époque-là. Et donc, beaucoup prédisaient un avenir en perdition pour Le Seigneur des Anneaux parce que la hype des films descendait au fur et à mesure Mhm. des années. Et non, ça a tenu bon, et notamment grâce à cette V6 qui est absolument incroyable. Et donc, je rebondis juste sur un truc par rapport, puisqu'on parle à la traduction française du bouquin de règles. Heureusement, on a les équipes de traducteurs en France bénévoles qui, depuis des années, traduisent intégralement tous les bouquins en français pour que ce soit accessible à tout le monde gratuitement. C'est accessible gratuitement sur Internet, vous pouvez le télécharger. Vous avez tout qui est traduit, les profils de figurines, les règles, etc. en français. Et en plus de ça, c'est mis à jour régulièrement. À chaque fois qu'il y a une mise à jour, c'est mis à jour. Donc le bouquin est hyper bien illustré, il est en français, et il est plus d'actualité que le vrai bouquin officiel. Et tout ça grâce à des gens qui font ce travail bénévolement depuis des années. Et j'ai un des traducteurs qui m'a contacté il n'y a pas plus tard que 1 heure et qui m'a dit qu'ils sont déjà au taquet pour la V7. Ils sont déjà en train de prendre des notes et de se préparer à traduire tout. Et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Et d'ailleurs, c'est grâce à ça que je me suis investi un minimum dans cette version 6. Alors malheureusement, on peut pas tout faire, donc j'y suis allé Oui, à mon rythme. bah t'as raison. Ça va changer pour cette V7, hein, parce que j'ai vraiment envie de jouer au Seigneur des Anneaux et me faire kiffer dessus. Du coup, est-ce que, après en off, tu peux me passer le lien, parce que là je l'ai plus,
Ouais, bien sûr, pas de Ouais, souci. parfait. Comme ça, je mettrai ça en description et vous pouvez cliquer directement sur le lien et vous avez accès à toutes les règles en Pas de français. souci. Aucun problème. Merci beaucoup. Alors, on va continuer. Bon, de toute façon, pour la traduction, je m'y attendais, hein. J'avais déjà parlé avec un commercial de games à ce sujet il y a quelques années en arrière et il me disait que ils sont à peine rentables en termes de, Mmh. en fait, par rapport aux droits et tout ça, tout ce que ça leur coûte, ils sont à peine rentables avec leurs ventes. Alors, aller chercher en plus une traduction dans d'autres langues, c'était pas prévu, quoi. Oui, et puis Mais je pense, hein, que Games est au courant, forcément de cette traduction. Alors ça se dit pas trop parce que voilà, ça reste quand même un peu officieux, mais je pense que ça les arrange bien en vrai parce que en France, le nombre de joueurs qui se sont remis au jeu depuis que le bouquin a été traduit en français par les bénévoles, je te jure, c'est stratosphérique, hein. ah bah Genre, oui. alors stratosphérique à petite échelle, hein, on n'est pas sur Warhammer, mais on est passé de, je sais pas, des centaines de personnes à des milliers de personnes qui Mmh. aujourd'hui jouent, au SDA grâce à ça. Oui, mais carrément. Mais je pense que la communauté Seigneur des Anneaux, heu, si tu fais un classement, je pense que ça fait 40K. Age of Sigmar, Seigneur des Anneaux en troisième. Ouais, je suis Je d'accord. En tout cas, en Italie, c'est sûr que c'est ça. Ah, mais en France aussi, je pense. Et ensuite, tu rajoutes les jeux d'escarmouche tels que Kill Team, Warcry, Underworld, etc., etc. Et cetera. Et vraiment, je Mmh. pense qu'à la fin, on a Necromunda, on a Blood Bowl. Ça, c'est Ouais, vraiment le fond du panier. qui sont pourtant des jeux très cool aussi, hein, de ce que Oui, 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 j'entends non, mais... dire. Non, non, mais carrément. Bah, tous les jeux de games, en vrai, ils sont... Franchement, ils sont cool, hein. Mmh. Ils sont Ouais, cool. ouais. Les défauts, vas-y, je t'en prie. Alors, les défauts du jeu, il y en a pas beaucoup et puis, voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus parce qu'évidemment le jeu est formidable, mais, je vais mentionner 2 choses. Le principal défaut du jeu, c'est tout simplement sa gamme de figurines, hein. Les figurines, la plupart, elles sont vieilles, certaines, elles ont plus de 20 ans et il serait temps de les refaire et malheureusement, comme je l'ai dit au début, Games Workshop, c'est pas sa priorité de s'attaquer au Seigneur des Anneaux. C'est pour ça que ça fait plaisir de voir toutes ces nouvelles sculptures pour cette nouvelle boîte de base. Mais voilà, c'est un truc qu'il faut prendre en compte. Le jeu, il y a beaucoup de vieilles figues. Heureusement, les figues les plus importantes, principales, c'est-à-dire les héros, ont pour la plupart été refaits. Je pense à Gandalf le Blanc, le roi Théoden, Éomer, Faramir aussi récemment. Donc ça, c'est cool, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et pour contrebalancer ça quand même, parce que c'est vrai que l'esthétique c'est important pour plein de joueurs, notamment de Warhammer, il y a quand même plein de proxys qui ont pris le relais. Ouais. Je te Bah vois oui. là. Bah oui. Mais heureusement, il y a tout un tas de proxys et de modèles alternatifs. Alors après, je vous invite pas forcément à partir, sur ça, hein. La question des proxys, c'est un sujet un peu, épineux, un peu complexe. Mais, si vous avez pas de soucis avec les proxys, sachez qu'il y en a des vraiment magnifiques. Je pense à mon pote Navaret Studio qui a lancé, ses sculptures qui sont incroyables pour le Seigneur des Anneaux et voilà. Franchement, c'est sublime. Le deuxième défaut, c'est plus lié Vas-y. au jeu, c'est que dans les règles de jeu, il y a un certain nombre d'événements qui parfois peuvent être très importants dans une partie, qui vont être liés à ce qu'on appelle la main neutre. C'est-à-dire Hmm. que j'ai un gros héros, t'as un gros héros, on lance tous les deux les dés pour savoir qui c'est Ouais. qui gagne le combat. On fait tous les deux une frappe héroïque qui permet de monter jusqu'à combat 10. On a tous les deux combat 10. Qu'est-ce qui se passe? On fait tous les deux un 6. On peut pas aller au-dessus, tu vois, on cap, on est au max. Bah dans ces cas-là, on va lancer une main neutre Hmm. et grosso modo, c'est une chance sur deux, quoi. Une chance Ouais, c'est sur deux, ça. c'est moi qui gagne le combat. Une chance sur deux, c'est toi qui gagne le C'est combat. quoi? C'est 1, 2, 3 le mal, 4, 5, 6 le bien, je crois? C'est bien, tu as été bien formé. Et du coup, parfois, des parties ou des moments très importants, des moments clés peuvent se jouer là-dessus. C'est vraiment dommage et j'espère qu'ils vont modifier ça pour la V7. C'est possible Ouais. qu'ils le modifient. Bah, ça pourrait être cool. Bah, merci en tout cas d'avoir évoqué ces défauts. Bon, ils sont pas énormes, mais c'est bien de l'avoir dit. Ouais, c'est vrai qu'il y a quasiment que ça dans tout l'océan de merveilles que représente ce jeu. Donc, Ouais. voilà, je l'ai bien vendu, hein, je l'ai bien vendu. Non, mais tu peux, franchement, le jeu, il est ouf. Et là, le fait de commencer cette nouvelle version avec une gamme de figurines complètement nouvelle, et ben, ça peut intéresser des nouvelles personnes, des nouveaux joueurs. En fait, ça pourra créer des nouveaux joueurs. Et ça donne de l'espoir parce qu'ils vont peut-être pas s'arrêter là et du coup peut-être qu'ils vont refaire plein d'anciennes figurines avec des nouvelles sculptures et du coup gommer le premier gros défaut que je viens de vous citer. Oui, ça, je pense que sur du long terme, ça peut être effacé, effectivement. Bon, alors, j'ai encore deux petites questions, mais on en a déjà parlé. C'était sur les changements de règles, mais on a déjà un petit peu évoqué le sujet. Là, toi,
À l'heure où on tourne la vidéo, tu n'as pas accès aux nouvelles règles encore? Ah non, Non, personne, mais vraiment personne. Je non, mais pense que même je me ceux qui ont dis, le partenariat Games, j'en ai pas entendu parler en tout cas. ok, non, mais tu sais, il y a toujours des petits leaks et tout. Je me dis peut-être que toi, t'as eu quelques, sans avoir l'intégralité des règles, peut-être que t'as eu quelques leaks sur certaines phases de jeu ou quoi, tu vois. Non, Non, malheureusement, ok. malheureusement non. Heureusement, moi je fais partie de la team, des gens qui préfèrent découvrir en Non, direct quand c'est annoncé par Games Workshop. ok, Mais ok. par contre, ce qu'on on peut parler de ce qui a été annoncé par Games Workshop en termes de modification de règles. Ah ouais, mais carrément, carrément, vas-y, vas-y. Je Je sais t'en pas prie, si tu avais une question là-dessus Non, non, ou mais si on en parle justement, maintenant? c'est le sujet en fait. Donc, Ah si bah tu, parfait. oui, si tu peux en parler, vas-y. Moi, j'ai vu ça, j'ai survolé ça, donc. On parlait tout à l'heure de, profondeur de jeu. Le jeu du Seigneur des Anneaux, c'est un jeu très accessible comme je l'ai dit, maintes et maintes fois, mais avec une profondeur. Une des profondeurs, qui a été retirée du jeu, c'est la mécanique des coups spéciaux. Parce que en plus d'avoir un jeu avec, plein de règles à assimiler, et compagnie, il y a 80 des joueurs, je pense, enfin je balance un chiffre au hasard, mais il y a beaucoup de joueurs qui ne jouent pas avec les coups spéciaux. Alors que c'est un des aspects hyper importants qui te donne des gros avantages dans le jeu et que tous les joueurs en compétition utilisent. Les coups spéciaux, c'est un truc en gros où, en fonction de l'arme de ta figurine, si elle a une épée ou une hache ou Ah un oui. marteau, tu vois, elle peut faire un coup spécial qui va avoir un effet positif, mais un risque, qui engendrera un effet négatif. Exemple, si tu as une épée, si tu as une valeur de combat qui est inférieure à ton adversaire, tu vas poignarder. Poignarder, ça fait que si tu gagnes le combat, tu relances les 1 pour blesser. Donc ça te donne une petite Mhm. relance, un petit boost pour blesser. Par contre, si tu perds le combat, tu t'infliges une touche de force 2. Donc il y a un moyen où tu te suicides, quoi. C'est Ouais. généralement quelque chose qui est utilisé par les orques et par les gobelins, les petites créatures comme ça, un peu pourries. Et donc ça rajoute vraiment, en termes de rythme de jeu, beaucoup de lourdeur. C'est vraiment quelque chose qui est nécessaire et utile au jeu, et Games Workshop l'a complètement retiré de la V7. Ils l'ont même pas retravaillé, c'est carrément retiré. Donc ça n'y sera plus. Il y a plein de petites choses comme ça qui ont été retirées, qui vont dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire rendre le jeu plus dynamique, plus accessible. Et moi, personnellement, je trouve que c'est une très bonne chose. Ils vont remodifier également tous les profils des figurines. Et donc, s'ils peuvent plutôt faire en sorte que les règles spéciales soient liées au profil de figurine plutôt que sur des grosses règles bien lourdes comme ça, ce serait vraiment super cool. Ouais, mais ouais, je suis d'accord avec toi. Bah, après, moi, personnellement, avec le peu de parties que j'ai fait, les coups spéciaux, je les ai jamais utilisés. J'ai dû Mm. faire 5 parties, allez, peut-être 6 Ouais. dans cette V6, donc trop peu pour aller Mm. chercher ces subtilités-là. Mais du coup, oui, je pense que c'est une bonne chose. Ouais, et puis en vrai, ça alourdit tellement le jeu. Je veux dire, imagine, t'as un guerrier qui a une épée, il va pouvoir faire une feinte parce que t'as une opportunité. Tu dis, ah ok, alors là, je vais feinter, et du coup, si je gagne le combat, je relance le 1 sur la blesse. Enfin, tu vois, c'est vraiment hyper anecdotique sur un combat. Et comme au Seigneur des Anneaux, on résout tous les combats un par un, Ah, ouais. tu peux imaginer à quel point ça alourdit le jeu, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors, je vais faire une petite parenthèse, c'est hors sujet avec le Seigneur des Anneaux, mais bon, je me permets. Ton t-shirt Berserk, c'est l'animé Berserk? Non, oui, c'est l'anime si tu veux, mais c'est avant tout le manga. Oui, le Puisque manga, moi, oui, oui. je suis Ah, ok, fan ok. du manga absolu, moi. Ah ouais. J'ai pas Ah, fait exprès de le mettre, nécessairement, ok. mais parmi les 3 œuvres qui me marquent le plus, il y a Le Seigneur des Anneaux et en deuxième Berserk. Donc là, tu vois, je vis un rêve. On parle du SDA, j'ai mon t-shirt Berserk, c'est parfait. Ah, mais Berserk, c'est incroyable. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir. Bon, parenthèse Je fermée. le confirme, je confirme. Moi, à chaque fois que je me fais des jeux comme Elden Rings ou quoi, je me Ah ouais. personnalise mes personnages en mode guts. Ah bah, on est pareil. J'ai fini Elden Ring avec, l'épée de Guts là, la Ah ouais, grosse épée, pareil. je suis un des rares mecs qui a buté Malenia avec cette épée, avec un build de force, contrairement à tous ceux qui ont fait le build saignement, hein, la facilité. Mais bon, Bill, là, t'inquiète, on s'éloigne du sujet. on est deux, j'ai fait la même chose. C'est vrai? Ah bah, on mérite une médaille en vrai, franchement. Yeah. Bon, allez, on a terminé. Je pense qu'on a fait le tour sur les questions que je vais te poser. Maintenant, je vais te taquiner un petit peu. Moi, je vais te taquiner. On va parler lore. Je vais te poser quelques questions et tu vas y répondre du mieux que tu peux. Et comme ça
peut aider aussi un petit peu les personnes qui connaissent le Seigneur des Anneaux mais qui sont pas forcément experts dans le sujet à mieux rentrer ou introduire un petit peu le lore du Seigneur des Anneaux. Alors, je t'ai prévu quelques questions et tu peux te faire plaisir là-dessus et me dire un petit peu ce que tu veux. Alors, première question, je prends mon téléphone parce que ça a été noté sur le tel. Quelle est la signification et l'importance de l'arbre blanc du Gondor dans le Seigneur des Anneaux? Alors, l'arbre blanc du Seigneur des Anneaux, bon, à part que dans les films, effectivement, c'est un peu la métaphore du royaume lui-même qui est en train d'être brûlé et détruit, puisque l'arbre, c'est l'arbre mort au moment des films. C'est avant tout un héritage, puisque c'est tout simplement un arbre blanc qui, à la base, était à Numénor. Et le Gondor est tout simplement la descendance de Numénor, puisque ce sont les Numénoriens qui ont construit Minas Tirith, Osgiliath et compagnie. Et donc l'arbre trônait au milieu du royaume de Numénor, et cet arbre est directement une pousse à l'origine d'un ancien arbre qui est Telperion, il me semble, le tout premier, qui est un arbre de l'île de Tol Eressëa, si je dis pas de bêtises. Et en gros, il faut voir ça, c'est un cadeau des elfes de Valinor, ou plutôt de cette île de Tol Eressëa. Donc on peut y voir un symbole d'amitié, un des premiers, entre les hommes et les elfes. Du deuxième âge, pardon. Deuxième âge, ok. Bah tu vois, je savais pas, j'étais pas... ma connaissance s'arrêtait à la première partie de ce que tu m'as dit. Si ça intéresse certains, j'ai fait toute une vidéo sur l'histoire de Numénor, d'Isildur et d'Elendil, et croyez-moi, c'est beaucoup plus intéressant que ce qu'on nous dit dans les Anneaux de Pouvoir. Ah, carrément, mais je l'ai pas vu cette vidéo, je vais aller la voir. Bah, elle est un peu à part, elle est un peu unique, ça s'appelle Les Chroniques du Rôdeur, je suis déguisé en rôdeur dans une petite ambiance de taverne, et je vous raconte l'histoire de Numénor. Mais trop stylé. Bon, Ouais. tu sais quoi, ce soir, pendant ma session de peinture, je vais aller regarder ça. Ouais. Le son est pas encore tip top, j'avais pas mon matos, mais le reste de la vidéo est vraiment tip top, donc voilà. Question numéro 2. Dans la version longue du film de Saruman... Non, dans la version longue du film, pardon, du Seigneur Le des Retour Anneaux. du Roi, ouais. Le Retour du Roi. Saruman est tué en Isengard, mais apparemment dans le livre, c'est différent. Qu'est-ce qui lui arrive réellement après la chute de Sauron? Alors là, je pense que tous ceux qui ont lu les livres le savent, et même ceux qui n'ont pas lu les livres le savent parce qu'ils ont entendu ceux qui ont lu les livres leur en parler. Ah bah moi je C'est sais tout pas. simplement. Ah, tu sais pas? Non, Alors, bah non. en fait, pour des raisons évidentes, Peter Jackson n'a pas pu raconter tout ce qu'il y a dans les livres. Ça paraît un petit peu logique, mais il y a certaines choses qui sont passées à la trappe, et parmi les choses que les gens regrettent, il y a d'une part l'histoire de Tom Bombadil, mais d'autre part la mise à sac de la comté. En effet, une fois que Frodon rentre à la comté après toutes ces péripéties en Terre du Milieu, une fois que l'anneau est détruit, et bah tout le monde est content dans les films. C'est beau, tout le monde est content, c'est très bien, c'est dans le meilleur des mondes. Et bah en fait dans les livres c'est totalement l'inverse, puisque le royaume, enfin la comté plutôt, est complètement sous le joug de bandits qui dirigent la comté d'une main de fer. Et du coup c'est à l'origine un coup monté par Saruman, puisque Saruman n'est pas mort dans les livres, et donc il décide de prendre tout un tas de brigands puisqu'il n'a plus de pouvoir à cause de Gandalf. Et donc avec ces brigands, il va complètement détruire la comté et prendre le contrôle de la comté. Et donc c'est très épique parce qu'il faut quand même imaginer Frodon, Sam, Pipin et Merry qui reviennent comme des princes, Pipin avec sa tenue du Gondor, Merry avec sa tenue du Rohan, et qui se disent what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé en notre absence? On va reprendre les choses en main, et ils vont bouter hors de leur territoire tous les hommes sauvages, tous les brigands, courageusement. Il y a la bataille de l'Ezo, où il faut imaginer une horde de hobbits en train de s'entretuer avec des hommes, et c'est trop stylé. Et c'est comme ça qu'ils réussissent à reprendre la comté, et à retrouver du coup Saruman, qui s'appelle désormais Charcou, et à lui dire bon maintenant tu dégages. Et au moment où Saruman s'en va la queue entre les jambes, Grima, qui en peut plus de se faire martyriser, assassine Saruman, et c'est donc Grima qui tue Saruman, un peu comme dans les films au final. Ah mais c'est ouf parce que je connaissais pas du tout. J'ai vu ton regard, j'avais l'impression de raconter un conte de fées à un enfant. Mais de C'était ouf. magnifique. T'étais là avec des étoiles dans les yeux. C'était parfait. Mais putain, mais c'est incroyable. Ah, tu vois, j'ai bien fait de te poser la question. C'est trop cool. Bah merci beaucoup. On passe à la question suivante. Avant les événements du Seigneur des Anneaux, comment la lignée des rois de Numénor s'est-elle dégradée au fil des siècles, menant à la chute de Numénor?
et à la fondation, bon, tout ce qu'on voit après sur Donc, le ce qu'on connaît. ah, alors c'est un peu, je vais faire très vite là pour le coup, Mmh. parce que c'est très long. En fait, l'histoire du Numénor, c'est tout le deuxième âge, donc c'est juste un âge entier quoi. Et ça continue derrière après la chute de Sauron avec, l'histoire d'Isildur et ses descendants. Donc en gros, les hommes de Numénor, c'est des hommes qui sont des gentils, qui ont aidé à tuer Morgoth, le grand méchant, le boss de Sauron. Et pour s'être, montrés dignes, ils ont été récompensés. Il y a le boss, des boss des humains, c'est le boss absolu vraiment, vous imaginez Aragorn fois 1000, c'est Eärendil, c'est son ancêtre. Si vous vous souvenez de cette phrase de Galadriel: «Je vous donne la lumière d'Eärendil», c'est lui. Mmh. Et bah, il a 2 enfants et ces 2 enfants, c'est pas n'importe qui, c'est 2 demi-elfes parce qu'ils ont du sang d'hommes et d'elfes. Et donc ces 2 demi-elfes, c'est Elrond qui lui va faire le choix de devenir un elfe à part entière puisqu'on leur offre le choix. Et donc vous connaissez, hein, l'histoire d'Elrond par la suite, Foncombe et compagnie. Et son frère, qui lui aussi est un demi-elfe, Elros, il décide lui de rester un mortel et de rester un homme. Et donc Elros, il va fonder le royaume de Numénor. Et c'est le premier roi de Numénor. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Il faut savoir que Numénor, c'est un bijou, vraiment en termes d'architecture, de technologie, d'épanouissement, tout ce que tu veux. Sauf que petit à petit, eh bah, tout ça se dégrade parce qu'en fait, les hommes, ils sont tellement heureux, ils vivent tellement une vie parfaite qu'en fait, bah, ils sont tristes de mourir. Ils sont tristes que cette vie, elle s'arrête. Et donc, au fur et à mesure des siècles, eh bah, les gens se disent, c'est quand même pas très cool que les elfes qui sont en face, en Valinor, on puisse les voir du sommet de notre montagne, ils vivent la meilleure vie et eux, ils meurent pas, ils sont immortels. Et nous, on vit notre meilleure vie, mais on crève. Et donc, je schématise un peu, mais c'est ça. Petit à petit, les gens se détournent des Valar, se détournent des elfes, ce qui fait que Ar-Pharazôn prend le pouvoir. Et je vais pas tout spoiler parce que c'est ce qui va se passer dans la suite de la série des Anneaux de Pouvoir. Mais en gros, Numénor va décliner petit à petit jusqu'à ce qu'il décide de défier les Valar. Et après, Numénor, c'est ciao. Il n'y a plus de Numénor. Les Ah seuls ouais. qui s'en sortent, c'est ceux qui sont plus malins que les autres et qui décident de continuer d'être fidèles aux Valar, c'est-à-dire Elendil et son fils Isildur, et Anarion aussi, faut pas oublier qu'il a un deuxième fils. Et donc, avec une poignée de gens qui sont encore fidèles, de Numénoriens, ils vont en Terre du Milieu, avant qu'il soit trop tard, et ils vont fonder le royaume d'Arnor et de Gondor. Yes, carrément. Alors, petite parenthèse par rapport à ça, est-ce que tu trouves, très rapidement, que cette histoire qui est racontée là dans la série Les Anneaux de Pouvoir est fidèle au livre ou pas? Je dirais qu'elle est fidèle à peu près à 5%. 5%, ah ouais, c'est Ouais, que dalle quoi. ouais, ah ouais, genre en fait, c'est déjà elle fait n'importe quoi en termes de timeline et en termes de personnages, parce que Ouais. Galadriel n'a jamais mis les pieds à Numénor. D'ailleurs, Galadriel n'est pas dans l'histoire de Numénor. Sauron non plus. Hmm. Enfin, c'est très grave, même parce que ça. Enfin, Sauron, il y mettra les pieds, mais bien plus tard et Ok. dans des circonstances complètement différentes. Et le truc qui change avec la série, c'est surtout que la série, si on prend le fait que Ar-Pharazôn prend le pouvoir, se couronne et devient le grand méchant de Numénor, voilà, qui s'est vraiment détourné des Valar, c'est vraiment le paroxysme à ce niveau-là. C'est là que l'histoire du déclin du Numénor commence vraiment, et c'est ce qui est censé raconter la série. Ce couronnement, il arrive dans la saison 2, fin d'épisode 4, donc en gros épisode 5. Hmm. Ouais, Donc ouais, c'est en ça. gros, la série, ce que raconte la série, le commencement du commencement, ça se fait à la moitié de la saison 2. Hmm. Donc en Et ouais, gros, il se passe rien quoi. Enfin vraiment, tout ce qui se passe avant, c'est pas dans les livres. ouais, c'est ce que tu me disais, c'est ce que tu me disais. Vraiment. Non, c'est ce que tu disais dans une de tes vidéos. Ouais. Donc tout le reste, c'est du remplissage qui n'existe pas. Ouais, ouais, ouais. Bon, écoute, on va voir ce que va donner le prochain épisode qui sortira jeudi, je crois. Pour Ah oui, l'instant, c'est vrai, c'est dans 2 jours. Ça y est, je les attends même plus. Au ouais, début, non c'était mais mon petit plaisir et puis maintenant, plus du tout. ouais, ouais, je peux comprendre. Bon, revenons sur le Seigneur des Anneaux. Ouais. Question suivante, il m'en reste 2 ou 3. Peux-tu expliquer l'origine des Ainur et le rôle de la création du monde selon le Sigmarillion? Je l'ai pas lu. Alors, J'ai moi lu je l'ai quelques lu. petits résumés.
Alors moi, je m'étais lu tous les bouquins, le Silmarillion, le Hobbit, les bouquins du Seigneur des Anneaux, les appendices et les contes et légendes inachevés, il y a 2 ans pour commencer les Chroniques du Rôdeur. Malheureusement, je n'ai sorti qu'un épisode, mais je vais essayer de sortir un nouvel épisode sur l'histoire de Helm avant le film, parce que c'est une histoire qui est très courte, mais qui est trop stylée. Et du coup, pour revenir à ce que tu dis, le Silmarillion, je me souviens plus de tout, mais par contre, il me semble, si je dis pas de conneries, j'espère que je dis pas de conneries, que les Ainur, c'est les enfants de Eru Ilúvatar, Avatar, ouais, qui est c'est ça. donc grosso modo Dieu. Dieu, ouais, c'est ça. Et donc ces enfants qui sont donc des dieux, des dieux inférieurs, on va dire, Hmm. l'ont aidé à composer une musique, qui est donc la musique de la vie, tout simplement. Et c'est ce qui a donné naissance à la Terre du Milieu, au royaume d'Arda. C'est Arda, hein, il me semble. Putain, je commence à perdre la boule, Je- je suis pas 100% sûr de ce que je dis, mais grosso modo, Bah, ce il me sont les semble, hein. Ainur qui ont conçu la Terre du Milieu, quoi. Hmm. Et Bah, donc, du coup, il y en a un d'entre eux qui était, on va dire, qui créait une dissonance, qui est donc Morgoth, et qui deviendra le Big Boss, le grand méchant. Exactement. C'est ce que je te disais tout à l'heure en off. On a d'un côté les joueurs un petit peu De la musique mélodie classique. classique, ouais, Ouais. voilà, la mélodie classique, et il y a Morgoth, le hard rocker qui arrive pour tout dégommer C'est ça, avec sa musique. lui, lui, il sait s'amuser, quoi. Il veut faire des gros riffs de l'espace. Ça, C'est c'est ça. cool, tu vois. Moi, je suis métalleux, donc je m'y retrouve un peu. D'ailleurs, on parle de Morgoth, mais c'est son nom à la base, c'est quand même Melchior, Melchior, ouais. en Ouais. tant que Valar. Allez, on termine avec une dernière question. Je pense qu'on aura fait une émission bien chargée. Ouais, Pourquoi les trois... c'est pas Ouais, mal. c'était costaud, là. Ouais. Pourquoi les 3 Sigmarils créés par Fëanor sont-ils si importants pour l'histoire de la Terre du Milieu, et comment leur existence a-t-elle façonné les grands conflits du Premier Âge? Tu peux nous rappeler qui est Fëanor? Fëanor, c'est pas l'ancêtre de Celebrimbor, ou je dis une bêtise? Celebrimbor. Oui, alors, si je dis pas de conneries, il me semble que la genèse de Celebrimbor, son arbre généalogique, a un peu évolué. Voilà, on peut dire que au minimum, c'est l'ancêtre spirituel de Celebrimbor. En fait, Ok, Fëanor, ok. c'est sans doute dans le top 5 des êtres les plus importants de toute l'histoire de la Terre du Milieu, parce que c'est donc le fils de Finrod, si je dis pas de bêtises. C'est tout simplement le plus grand artisan qui ait jamais existé. Alors que Sauron, il a fabriqué les anneaux de pouvoir avec Celebrimbor, c'est mythique, c'est des objets incroyables. À côté des Silmarils, c'est que dalle. Donc les Silmarils, faut les voir comme des objets d'une puissance incommensurable, d'une beauté incommensurable. Et surtout, ce qui en fait la subtilité, c'est que euh, Fëanor a réussi, à travers son art, à capturer l'essence de la lumière des arbres de Valinor avec ses Silmarils. Et donc ça, c'est quand même quelque chose de très important pour les elfes et pour les Valar, puisque l'arbre de Valinor, par la suite, il va être complètement détruit à cause de Morgoth, justement. Et donc, tout ce qui reste de la lumière de Valinor, c'est les Silmarils. Et donc, ces fameux objets ont été par la suite récupérés, ou plutôt volés par Morgoth. Et donc, toute l'histoire du Silmarillion, globalement, c'est ça, hein. Le Silmarillion s'appelle le Silmarillion parce que, bah, les Silmarils, quoi. Mhm. Donc voilà. Donc toute l'histoire des Silmarillion, c'est les elfes qui vont tenter de récupérer les Silmarils. Parce que c'est leur héritage. L'héritage des fils de Fëanor. Ok, d'accord. Et c'est pas ce qu'on voit dans le premier épisode de la saison 1 des Anneaux de Pouvoir? Un gros condensé où t'as grosse baston, t'as toute... Ah oui, je me souviens plus trop, mais il y a une scène de bataille dans le premier épisode des Anneaux de Pouvoir, et je sais plus si c'est la bataille des larmes innombrables ou la bataille du feu, je sais plus. Il y a 6 batailles majeures dans le premier Ok. âge, et les batailles sont liées à la lutte entre Morgoth et les elfes, et Mhm. notamment, entre autres, pour les Silmarils. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ces informations et ce petit questionnaire sur le lore du Seigneur des Anneaux, on va dire, dans sa globalité. Bah de rien, Moi, j'espère que j'ai été concis et que j'ai pas trop parlé, parce que il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet quand même. ouais, je sais, je sais. Franchement, on pourra en parler des heures et des heures. Et moi, ça me passionne. Le lore du Seigneur des Anneaux, c'est une pépite pour moi. Bah oui. Bah on peut parler du lore de tout, de Warcraft, de Warhammer, de tout ce qu'on veut. Globalement, il faut pas oublier que le papa, Ouais, l'ancêtre, c'est le Seigneur des Anneaux, quoi. C'est c'est ça. Tolkien, hein. C'est ça, c'est ça.
Donc même si, comme tu dis, les autres univers sont vraiment cool, l'or du Seigneur des Anneaux, c'est un bijou. Ouais, c'est celui qui a posé les fondations des univers fantastiques tels qu'on les connaît aujourd'hui, Mm. avec un lore hyper ouvert, et des univers étendus et compagnie. Ouais, c'est ça, mais parce que certaines personnes peut-être ne savent pas, mais c'est très très vieux, le Seigneur des Anneaux. Ouais, Et c'est bah ouais, vraiment ouais. très vieux. Je sais pas les premiers livres quand ils sont apparus, mais je 57, il me pense... semble. Ok, Le premier livre du Seigneur des Anneaux, c'est le 57, mais il faut voir que c'est issu de l'esprit de Tolkien qui a commencé à bosser là-dessus, et à y réfléchir depuis qu'il est très, très jeune. Hmm, Donc déjà dans tranché quoi, donc on parle de la Première Guerre mondiale, c'est pour hmm. dire à quel point c'est vieux. Et c'est pour ça, c'est ce que j'allais dire. Je pense que j'allais dire il y a au moins 70 ans derrière le Seigneur des Anneaux. Donc en vrai, derrière la première idée du Seigneur des Anneaux, il y a presque une centaine d'années en fait. Ah oui, oui, on peut parler d'une centaine d'années, je pense. Donc, donc ouais, voilà, c'est le papa. En tout cas, merci à toi Clément d'avoir accepté cette interview. C'était trop cool. Ah bah, merci à toi, moi j'ai kiffé, j'aime bien, hein, ce genre de format, Moi tu me demandes de parler du truc que je préfère dans la vie, qu'est le Seigneur des Anneaux, enfin de mon hobby et de ma passion préférée, il y a aucun souci, hein, je suis là. Ouais, je vois ça. Franchement, tu fais ça avec passion et ça se voit. Et si tu es d'accord, on pourra refaire des émissions comme ça, parler un petit peu du jeu, parler d'autres choses. Même si j'ai pas forcément une communauté qui tourne autour du Seigneur des Anneaux, ça reste... Pour l'instant, Oui, mais ça reste quand même la base un petit peu de tous ouais. les jeux. Tout le monde connaît le Seigneur des Anneaux. Bien sûr, moi il y a aucun souci pour en parler et même, si tu veux refaire ça après la sortie de la V7, Mais une fois carrément, qu'on carrément. saura enfin à quoi ça ressemble, ce sera avec Exactement. plaisir. Exactement. Et si un jour, on arrive à se faire un rapport de bataille ensemble, Seigneur des Bah Anneaux... ouais, ce serait le kiff, hein, parce que, ouais, mais moi c'est pareil. Parce que ça fait un petit moment, il faut que vous sachiez que ça fait un petit moment qu'on discute et qu'on aimerait faire des choses ensemble. Malheureusement, on est littéralement à l'opposé, quoi. Ouais, c'est Faut ça. traverser toute la France et c'est chiant, c'est compliqué. Mais un Ouais. jour, on se fera ça. Un Allez, jour. on va s'organiser tout ça. En tout cas, si vous aimez le contenu et vous êtes intéressé par du Seigneur des Anneaux, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne YouTube de Clément, le maître des dés. Voilà, je mettrai bien évidemment le lien en description, avec le lien également qui va me donner pour les règles du jeu. Pour l'instant, Tout à fait. on est toujours en V6, hein, donc Ouais. il va falloir attendre, je sais pas, peut-être 2 semaines après la sortie de la V7 pour avoir la traduction des règles. Je sais pas à peu près combien de temps, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que ça va prendre un peu de temps, mais de toute façon, comme je l'ai dit, ce qui est bien, c'est que c'est évolutif. Donc ils peuvent Ouais, faire un ouais, ouais. premier jet, ils peuvent mettre un premier jet, vous avez l'accès aux règles basiques, et puis Mhm. petit à petit, ils vont le mettre à jour et vous aurez C'est accès ça. à tout le reste, quoi. Donc c'est ça. Non, Donc, c'est vraiment une équipe qui est au taquet, hein. Ils sont incroyables. ouais. Donc voilà, je mets tout dans la description. Comme d'habitude, vous aurez aussi dans la description les partenariats avec lesquels je suis, les autres liens avec lesquels je suis, TikTok, Instagram, tout ça, vous connaissez. Si vous voulez supporter la chaîne, n'hésitez pas à mettre le gros pouce des familles, le petit commentaire, c'est important, ça aide pour le référencement. Très important, très très Voilà. important. À vous abonner à ma chaîne et à celle aussi du Maître Dédé, hein, Tout à tant qu'à fait, faire. et n'hésitez pas à liker cette vidéo parce que Wiz, il fait du super contenu. Moi, je te suis vite fait sur Spirit. J'ai vu que tu avais fait un super tournoi en live en termes de setup. Je pense que moi, je peux vous le dire parce que du coup, bah, je suis youtubeur. Je sais ce que ça représente, tout le travail de faire des vidéos, de faire du live. Et les amis, sachez que ça représente un travail incommensurable. Et en termes de setup, ce que tu as fait pour le tournoi Spirit, c'est impressionnant. Donc vraiment, n'hésitez Ah, pas à ça lui fait donner de plaisir. la force. Ça fait plaisir, merci. Merci beaucoup. Bon voilà, je mets tout dans la description. Les gars, n'hésitez pas, les gars et les filles, hein, n'hésitez pas à liker, commenter comme j'ai dit, à soutenir. Et nous, on vous dit à plus hein, pour de nouvelles aventures. Tout à Merci fait. encore à toi. Bah de rien, merci. Ciao, ciao. Salut.